Bon, bonjour à tous. Alors, la petite présentation que je vais vous présenter maintenant ne prétend pas révolutionner la mammalogie française, mais ça elle veut juste être une occasion de partager donc une expérience personnelle, sur une bête qui, je pense, n'a pas été beaucoup observée, notamment par les naturalistes français en France. Et peut-être que ça peut avoir une certaine utilité, cette petite com, pour contribuer à rechercher justement cette espèce et augmenter nos connaissances, donc concernant pas mal de choses qui sont encore inconnues, à savoir sa distribution, son statut, sa biologie. Alors cette bête, c'est la musaraigne alpine, et je vais vous faire un petit diaporama vous présentant un peu l'état des connaissances actuelles. Alors cette, musaraigne alpine est en effet un des mammifères qui est le moins connu de la faune française pour plusieurs raisons. Il y a d'abord un très faible nombre de données qui ont été collectées à l'heure actuelle, de l'ordre de quelques dizaines seulement. Sa distribution est très probablement réduite et localisée, en tout cas c'est ce que montrent, nos connaissances actuelles. Et par ailleurs, ça peut être dû aussi à une relative rareté, à la fois de l'espèce géographiquement et à la fois, des populations relativement faibles. Alors concernant son sa di la distribution de cette espèce à l'échelon européen, c'est un animal qui est surtout présent dans l'Europe, qui est même uniquement présent dans l'Europe, moyenne, allant donc, je ne sais pas si vous voyez le curseur quand je fais ça, mais je pense, qui ça va des Carpates à peu près à l'est jusqu'aux Alpes françaises. Et si l'on regarde un peu plus la distribution un peu plus zoomée sur, l'arc alpin, on voit que cette espèce est présente assez largement, en tout cas, sur l'arc alpin, sachant que cette carte représente quand même une situation, une carte potentielle. Alors en France, que l'on connaît, et ben, jusqu'aux années 1970, il y avait que de très, très rares données concernant la musaraigne alpine, à savoir une mention dans le Jura français en 1863, donc des mentions anciennes, hein. Une autre mention dans la Grande Chartreuse, donc massif entre la Savoie et la l'Isère, donc toujours, année 1888. Une donnée imprécise dans la région de Chamonix en 1912. Et on peut ajouter, une donnée un peu plus récente, 1968, mais qui est un peu floue. Il s'agit d'un individu qui a été naturalisé, mais comme il est dans un triste état, l'identification qui est très probable, vu les connaissances que l'on a depuis dans le secteur, mais qui mériterait quand même à être vérifiée. Et sinon, à partir, jusque après ces années 70, unique à partir des années 1972, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs observations personnelles, donc tout d'abord visuelles dans la région du Haut-Gifre, en Haute-Savoie, donc dans la région que j'habite, et jusqu'à la découverte en 78 d'un individu mort qui a permis de rédiger, de regarder un peu sous toutes les coutures et de rédiger une petite note qui était parue dans le Bièvre à l'époque, la revue du Centre ornithologique Rhône-Alpes. Et la peau et les ossements, enfin le crâne, ont été conservés, comme on le voit sur cette photo, et sont en collection. Et depuis ces données, et ben, j'ai récupéré toujours dans ce même secteur bon nombre d'observations personnelles assez régulièrement, tous les ans je récupère, qui sont des observations soit visuelles, soit des captures avec des systèmes de capture non létaux, soit des collectes de spécimens morts, etc. Donc ça, principalement dans le Haut-Gif, mais également dans d'autres secteurs voisins de la Haute-Savoie. Et il y a également plusieurs autres données, quelques autres données, comme on le verra, qui ont été collectées par d'autres naturalistes, des données occasionnelles sur la chaîne jurassienne, dans les Hautes-Alpes ou en Rhône-Alpes, dans d'autres massifs, comme on le verra plus loin. Alors, pour présenter un peu mieux la bête, alors comment la reconnaître tout d'abord? Donc, je pense que pas mal de gens, enfin peut-être beaucoup de gens connaissent bien les musaraignes, peut-être que d'autres moins bien, donc je vais faire deux trois petits rappels. Là, concernant cette, musaraigne alpine, c'est une musaraigne qui est assez facile à déterminer quand elle est en bon état,
soit vivante, soit capturée, soit morte, mais en bon état de fraîcheur. C'est un animal qui a une coloration particulière, qui est entièrement gris anthracite, dessus et dessous, légèrement un peu plus clair en dessous, le dessous de la queue un peu plus clair. Donc ça, déjà la première chose, cette coloration noir, gris-noir anthracite qui alerte. Et ensuite, comme vous le voyez sur ces photos, une queue très, très longue par rapport aux autres musaraignes. C'est une queue qui est quasiment de la même longueur que la longueur. En gros, c'est souvent autour de 7-8 cm de décor et 7-8 cm de queue, comme on le voit là sur ces 2 diapos. Alors, autre caractéristique, morphologique, c'est une bestiole qui a des petites oreilles, qui a un museau très effilé et des très petits yeux. Ça frappe aussi, dès quand on connaît bien les musaraignes. Et autre caractère, parfois on peut trouver uniquement des individus, des cadavres en plus ou moins bon état. Donc, une autre solution pour, arriver à déterminer la bête, c'est une musaraigne qui a des dents rouges, donc, à savoir comme les 2 crossopes, les Neomis ou les Sorex, l'ensemble des Sorex. Je rappelle, les Neomis ont unique cuspide, que l'on voit ici, alors que les Sorex en ont 5, donc c'est le premier truc à regarder. Deuxième truc aussi, les Neomis ont généralement la grande incisive de la mandibule qui est lisse, alors que les Sorex ont une mandibule, une première incisive très crénelée, comme on le voit ici, avec pas mal de petites bosses, avec toutefois, attention, quand les individus sont âgés, bah, ces petites bosses complètement émoussées. Autrement, si on a vu que c'était une Sorex, comment reconnaître que c'est une Sorex alpine? Eh ben, il faut regarder la deuxième dent, la 2e dent sur la mandibule après cette grande incisive. Elle a normalement uniquement 2 bosses. C'est la seule espèce qui a 2 bosses, donc une dent bicuspide. Là aussi, comme vous le voyez, il faut faire attention quand les individus sont âgés. Cette petite dent, cette petite bicuspide est très usée parfois. Ça donne un peu un plateau ou alors uniquement une bicuspide avec une cuspide, voilà, pour compliquer les choses. Autrement, c'est pas une bestiole qui pose beaucoup de problèmes pour la déterminer, à partir du moment où on la voit bien ou qu'on l'a en main. Alors, je vais vous présenter maintenant un certain nombre de milieux, des photos de milieux qui ont été faits, alors toutes comme on le verra par la suite, les principales données de musaraignes alpines en France proviennent donc de mon secteur, les 3/4. Et c'est pour ça que j'ai présenté essentiellement des diapos de milieux, pris en photo là dans mon secteur, où je l'ai retrouvé dans des secteurs relativement bas, autour de 1 000 m comme on verra, jusqu'à assez haut en altitude. Donc on peut trouver l'espèce à la fois dans des prairies, du montagnard, des prairies souvent assez fraîches, humides, avec une végétation assez luxuriante, avec pas mal de cachettes. Également dans des formations forestières, que ce soit des forêts mixtes montagnardes comme on voit ici avec souvent la série, de végétation typique, la hêtraie épaissière, ou alors des forêts un peu plus hautes du subalpin qui sont essentiellement représentées par des paissières, là dans la région. Mais une caractéristique assez générale de tous ces milieux, surtout du fait du contexte un peu humide et frais de la région et de ce type de formation, c'est que, ah oui, c'est pas ce que je voulais dire là tout de suite, mais on verra après. Un caractère assez courant dans le sous-bois, c'est qu'il y a souvent énormément de blocs rocheux. Soit parce que ce sont des blocs par-ci par-là, épars, soit parce que ce sont carrément des forêts qui sont installées sur des éboulis rocheux qui sont végétalisés au fil des ans. Donc au rocheux qui parsème le sous-bois, et comme on est dans un contexte humide et frais, bah, il y a souvent énormément de mousse et tout ça propose pas mal de cachettes à des espèces de musaraignes. Alors, la musaraigne alpine et au passage, pour vous le dire aussi, donc les 2 crossopes, enfin l'aquatique s'il y a un petit cours d'eau qui passe dans le secteur, l'amilaire, la pygmée ou le complexe des aranéus.
donc ils peuvent partager le même milieu. Si on monte un peu plus, l'espèce peut être toujours présente, notamment à la limite supérieure de la forêt, dans des zones de prairies subalpines, des zones où se mêlent encore des arbustes, des ligneux plus ou moins hauts, la limite de la forêt, et également encore un peu plus haut, comme sur la photo de gauche, là je ne sais pas si vous voyez mon curseur, alors je vais dire photo de gauche, des zones où on a ces prairies d'alpage, les quelques arbres isolés de la limite forestière et les brousses d'aune vert, qui sont aussi des milieux où l'espèce a été couramment trouvée. On peut s'élever encore un peu plus haut, à la limite, plus haut ou à la limite supérieure, la zone, comme on dit souvent, la zone de combat, qui est souvent une zone assez complexe, avec une mosaïque complexe de petits milieux, avec de l'eau, de la pelouse, des blocs, des arbres isolés, l'élément rocheux, très, très souvent abondant dans ce secteur, donc un milieu qui convient bien. Également, de photos de chalets de montagne que l'on peut trouver à plus ou moins haute altitude, parce que cette espèce a plusieurs fois été récupérée aussi, notamment en hiver, dans les chalets où elle pénètre au même titre que d'autres espèces de sauricidés. Jean-François, je me permets de te couper un tout petit peu, c'est pour te prévenir qu'il te reste 4 minutes de présentation. Bon, j'accélère. Bon, alors, des pelouses d'altitude avec des landes, des lapias, des zones de lapia très crevassées, un peu plus haut en altitude, et également des zones encore plus hautes pour montrer un peu la diversité de ces milieux occupés, où la pelouse est rase et assez haute, jusqu'à des zones très minérales, comme on le voit ici, avec uniquement quelques lambeaux d'herbe. Alors, concernant la biologie de l'espèce, qui est très mal connue encore, la nourriture semble être essentiellement basée sur des annélides, notamment des vers de terre, des arthropodes, insectes, arachnides, crustacés, myriapodes et quelques gastéropodes aussi. Concernant la reproduction, c'est une reproduction qui semble être possible dès l'année de la naissance, avec 3-4 portées par an, qui peuvent donner naissance à 3 à 7 jeunes par portée. Concernant nos connaissances en France, voilà ce que donnait l'Atlas, notre premier atlas de la SFEPM en 1984, uniquement donc dans la Haute-Savoie et le Doubs. En 97, l'Atlas Rhône-Alpes mentionnait l'espèce uniquement en Savoie, Haute-Savoie, Savoie et Isère, dans des milieux naturels, quelques milieux naturels ici. Et c'est pour ça que l'on a réactualisé récemment l'Atlas Rhône-Alpes, qui est actuellement en ligne, qui vient de paraître, et je vous engage à aller regarder. Voilà ce que donne la situation actuelle. On voit qu'on a beaucoup plus de points, donc sur le département, Haute-Savoie, Savoie, Isère et Ain, à savoir, ça regroupe 90% des données françaises, dont les 3/4 pour le département de la Haute-Savoie. Simplement pour dire là que jusqu'à 2005, on avait uniquement 25 données, 37 se sont ajoutées après, ce qui permet de réaliser 18 mailles à l'heure actuelle sur les départements de Rhône-Alpes, département de Rhône-Alpes. Concernant la répartition altitudinale des données, c'est une bestiole qu'on peut trouver entre 1000 et quasiment et 1900 mètres, avec des extrêmes, 930 mètres dans le Bugey et presque 2005 dans le massif de Beldon. J'ajouterai enfin qu'ailleurs en France, ça a été signalé hors région Rhône-Alpes, mais à relative proximité, à savoir 2 données récentes dans les Hautes-Alpes, le Briançonnais et le Champsaur. Briançonnais, c'est un peu douteux, mais Champsaur, c'est sûr. Et 5 données récentes, donc, dans le Jura et le Doubs, dans des années récentes, entre 76 et 95. Voilà la situation à l'heure actuelle de toutes ces données, c'est-à-dire 70 données que l'on possède actuellement précises sur la France. Vous voyez qu'elles sont toutes concentrées dans cette bordure orientale de la France et sur ces départements qui vont du Doubs aux Hautes-Alpes. Concernant l'origine des données, comment faire pour accéder à des données d'Alpine? Il y a une grande part, ce sont des cadavres qui sont trouvés sur le sol, hein, au bord des pistes, des observations visuelles, 24%, des captures par piège et des restes dans des potes. Je passerai sur cette petite remarque. Et concernant les menaces ou le statut de protection, il n'y a aucune menace qui est précise, qui a été clairement identifiée.
Toutefois, tous les biotopes affectionnés sont des biotopes frais et humides et donc qui peuvent être théoriquement défavorisés et menacés à l'avenir par les modifications du climat actuel. C'est une espèce qui ne bénéficie pas de mesures de protection particulières et l'état des populations est mal connu, en particulier en Rhône-Alpes. Au niveau européen, on cite qu'elle pourrait être considérée comme en réduction. Et je finirai simplement par quelques petites remarques. Cette distribution française semble effectivement restreinte, mais le faible nombre de données reflète avant tout très certainement un défaut de prospection, défaut d'intérêt ou défaut d'attention. Il conviendrait aussi que les naturalistes fassent bien attention aux cadavres de musaraignes qu'on trouve sur les pistes. C'est quasiment la meilleure piste pour les données. Ces données peuvent aussi être issues de pelotes de réjection, de chouettes de montagne, les chevêchettes, tegmalm ou encore la hulotte et le moyen-duc, vu qu'on n'a pas des frais dans le milieu de vie, dans l'habitat de l'alpine. Mais on connaît les difficultés pour trouver des pelotes d'espèces. Et autrement, les opérations de capture à l'aide de pièges non létaux permettent aussi de capturer efficacement, relativement facilement l'espèce. Voilà, je vais terminer simplement en vous signalant ce lien. Vous pouvez aller voir une monographie plus complète qui est rédigée dans le cadre de cette classe en ligne, Les mammifères de Rhône-Alpes, qui vient de sortir. Merci pour votre attention et merci à toute l'équipe pour avoir organisé les deuxièmes rencontres. Merci Jean-François, je reprends la main sur les questions. Alors, je vais prendre que 2 questions parce qu'il y a plusieurs réponses qui ont été apportées pendant le diaporama et pendant que les questions arrivaient. Tu as parlé d'une altitude minimale à 980 mètres. Est-ce que c'est uniquement en France ou en Europe on peut la trouver de manière plus basse? On peut la trouver plus basse, notamment dans le reste de la partie alpine plus à l'est. Mais là, c'est dans mon secteur. 930 mètres. Non, c'était dans le budget. Voilà. D'accord. Et du coup, quelles seraient les meilleures méthodes ou dates à privilégier pour rechercher l'espèce? Alors là, c'est précisé dans la chaîne jurassienne, mais d'une manière plutôt générale peut-être. Oui, c'est ce que j'ai mentionné à la fin. Je pense qu'une des bonnes choses, c'est déjà de récupérer de toutes les mesures. On trouve relativement fréquemment, notamment dans mes zones de montagne, là, pas mal de musaraignes qui sont tuées par des renards ou autres prédateurs qui ne les mangent pas. Et on trouve des bestioles intactes. Des fois, on peut les trouver même à moitié pourries, mais ça vaut le coup de récupérer et on peut avoir des bonnes surprises. Sinon la deuxième solution, je pense, vers laquelle il faut s'orienter, ça serait surtout du piégeage avec des pièges pour capturer, des systèmes de capture permettant de capturer de façon non létale. Ok. Merci Jean-François. Je renvoie